Tu as la parole. Je te remercie. Bonjour à tous. Je vais essayer de me servir de 3 instruments en même temps, ce qui n'est pas évident pour moi, n'est-ce pas? Donc, je suis chargé de vous présenter ce qui se fait dans la CARSAT Poitou-Charentes-Limousin au titre de la désinsertion professionnelle. Alors, Madame Capel en a abordé quelques mots. C'est un sujet important qui va venir et qui est sur le devant de la scène. Et donc, je vais essayer de faire rapidement. Je voudrais d'abord vous resituer la problématique. C'est qu'au bout de 6 mois d'arrêt de travail, plus de 50% des camarades ne retrouvent pas leur emploi ou ne retrouvent pas d'emploi. Vous voyez un peu l'importance de ce qui se passe. Alors, quelle est la problématique pour la CARSAT comme pour l'ensemble des CARSAT? Si l'état de santé se dégrade, le risque de perdre son emploi est important, je vous l'ai dit. Et pour prévenir ce risque, les services de l'assurance maladie et leurs partenaires se mobilisent. L'objectif de la CARSAT, c'est d'aider les assurés à se maintenir dans leur poste, leur emploi ou leur entreprise, avec soit des aménagements de poste ou des reclassements internes. En cas d'échec, aider les assurés à retrouver les conditions nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle, soit au travers de reclassements externes ou hors entreprise initiale, avec les difficultés que ça peut poser. Il est bien évident que c'est beaucoup plus facile de reclasser un salarié dans son entreprise que d'aller voir ailleurs. Comment? Alors leur rôle, c'est de détecter précocement les assurés présentant le risque de perdre leur emploi pour des raisons de santé. Et je dirais que c'est là la plus grosse difficulté, parce que quand quelqu'un est en arrêt, on sait, son médecin du travail l'ignore. Son médecin traitant peut le savoir, mais ce n'est pas des choses qui le concernent beaucoup. Et on ne sait pas si ses copains du syndicat ou du CHSCT ou du CSCT, excusez-moi, je suis de la vieille école, l'ignorent aussi. Donc c'est quelqu'un qui est perdu dans la nature et on ne sait pas pour combien de temps. Si c'est pour 15 jours, 4 mois, 6 mois ou plus. Et ils essayent aussi d'accompagner ces assurés pour leur permettre d'élaborer leur projet de reprise du travail. Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs de l'assurance maladie? Le service médical, les services administratifs de la caisse primaire, le service social de la CARSAT et le service de prévention des risques professionnels de la CARSAT. Comme vous pouvez vous en apercevoir, ça fait beaucoup de services, Donc, il y a toujours des problèmes transversaux. Quels sont les partenaires externes? Les services de santé au travail, les organismes de placement spécialisés, Cap Emploi 87, on voit les MDPH, l'AGFIP et les organismes de formation. Comment cibler les assurés? Donc d'abord les assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail titulaires d'un contrat de travail. Alors, mensuellement, la caisse primaire transmet au service social une requête pour les assurés en arrêt de travail depuis 60 jours. Le service social les invite par courrier à un rendez-vous individuel ou à une réunion. Tu les as devant toi, Patrick. Merci. L'accompagnement social des assurés, les travailleurs sociaux proposent un accompagnement personnalisé sous forme de rendez-vous ou sous forme collective pour aider l'assuré à se projeter dans son avenir professionnel au regard de son état de santé, bien comprendre les enjeux de sa situation, s'orienter parmi les différents interlocuteurs, anticiper les actions à mener et se préparer enfin à mettre en œuvre son retour vers l'emploi. Alors quelques chiffres pour les 7 départements qui composent la CARSAT. On a à peu près 9000 salariés concernés pour l'année 2018 et qui sont accompagnés par le service social. Alors le rôle du service social, c'est d'abord la détection à l'issue de la convocation, demande de pré-reprise au médecin du travail, fiche de liaison vers le service social et le contact avec le médecin traitant si besoin. Accompagnement du parcours de santé, rôle du conseiller du service d'assurance maladie, activer les
partenaires utiles, le service social et services de santé, et éviter les ruptures de droit au moment clé, l'invalidité, l'inaptitude et la retraite. Les outils à disposition sont, l'article, alors je ne vous le cite pas, le versement d'indemnités particulières ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle. C'est vrai que c'est souvent des choses qu'ignorent les salariés, sous réserve qu'après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. Donc, ce qui permet à l'assuré de se repositionner avant sa reprise du travail, ce qui peut faciliter les choses. Donc, se former pendant l'arrêt de travail, c'est l'objectif des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, en validant les demandes de formation durant l'arrêt de travail, avec un formulaire unique qui permet à l'assuré de solliciter l'avis des membres de la cellule. Alors, un exemple, en Haute-Vienne, il y a un formulaire unique de demande d'action de remobilisation. Il y a un tableau partagé, sécurisé. C'est la caisse primaire qui enregistre la demande. Il y a un avis du service médical sur la durée de l'action. Il y a un avis du service social sur le bien fondé de l'action. Et enfin, il y a une notification de l'assuré à la caisse primaire. Et il y a une cellule mensuelle pour les cas les plus complexes. Alors, quelques chiffres ensuite. En 2018, 566 mesures ont été préconisées par les cellules locales. Alors, vous avez 297 bilans de compétences, 94 formations, 59 prestations, etc. Mais 644 situations d'assurés sociaux étudiées par la cellule, ce qui représente moins de 10% du personnel concerné, des salariés concernés, ce qui fait très pas suffisamment, à mon avis. D'autres outils pour faciliter le retour en emploi, la visite de pré-reprise, l'aménagement des conditions de travail, bien sûr, le temps particulier thérapeutique, le contrat de rééducation d'entreprise, la période de mise en situation. Ils ont obligé aussi, il faudrait qu'on étoffe un peu plus les CHSCT ou les CCSCT, excusez-moi, je suis de la vieille école, et ce n'est pas ce qu'on a fait ces derniers temps. Je vous remercie. Merci Patrick. Monsieur Benoît Aubert, vous êtes directeur du Cap Emploi Modèle. Alors, c'est peut-être une vision plus terrain, si je peux me permettre. Quelle prévention de la désinsertion professionnelle? Comment on peut s'y prendre? Très bien, merci, bonjour à tous. Merci encore à Anne Balthazar de m'avoir invité aujourd'hui. Je crois que vous êtes la personnalité la plus likée de la journée, donc il faut le souligner. Voilà, donc pour résumer, bon, je sais que vous êtes quand même un public de spécialistes. Le réseau des Cap Emploi, vous connaissez relativement bien, me semble-t-il. Il serait quand même juste bon de préciser qu'en effet, nous sommes organisme de placement spécialisé depuis 2018, avec un financement et un accompagnement de la GFIP, du FIP et de Pôle emploi. Donc j'étais extrêmement courtois, étant donné que mes financeurs sont dans la salle, pour envoyer des messages extrêmement positifs. En effet, deux activités principales, un axe recrutement et un axe maintien dans l'emploi, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui est déjà de bon ton de rappeler, c'est qu'est-ce qu'on entend par la désinsertion professionnelle, parce que c'est vrai qu'au niveau sémantique, c'est extrêmement varié. Pour moi, c'est relativement simple. C'est l'ensemble des actions qui concourent soit au maintien dans l'emploi d'origine, et on a vu tout à l'heure avec Human Concept une excellente image de ce que ça pouvait être au quotidien dans une entreprise, soit le reclassement dans l'entreprise ou dans une de ses filiales, soit une réorientation vers une autre activité professionnelle dans une autre entreprise. C'est dans ce cadre-là, bien entendu, que les services des Cap Emploi interviennent auprès des entreprises. On a parlé tout à l'heure de saisine, notamment par rapport à une situation au niveau du FIPHP. C'est vrai qu'en règle générale, dans un peu plus de 30% des situations, c'est la médecine du travail, c'est les services de santé au travail qui nous interpellent.
les employeurs, bien entendu, quand ils nous connaissent, les employés. Et ensuite, on a également, comme vous l'avez fort justement présenté tout à l'heure, notre participation active dans le cadre des cellules de prévention professionnelle des CARSAT, pour lequel là, en présence des médecins conseils, des médecins du travail, du service social de la SAPM et des administratifs, nous avons une intervention, notamment au niveau des situations complexes. C'est vrai que le milieu du maintien dans l'emploi ou de la désinsertion professionnelle est extrêmement complet, mais complexe. Et c'est vrai que si vous avez, dans le cadre de vos mandats, à interagir sur l'accompagnement d'un salarié, ben, il va falloir se retrouver dans ce paysage. Entre le médecin traitant, le service de santé au travail, l'AGFIP, le FIP, le ETH suivant son employeur, les MDPH, les services spéciaux, etc. Enfin, c'est vrai que c'est relativement complexe. Mais sachez qu'en tout cas, c'est un message à retenir, vous avez un cap emploi dans chaque département, et ce cap emploi est là aussi pour vous accompagner, soit dans le cadre des suivis individuels, et bien sûr nous intervenons aussi au niveau départemental, et j'en parlais tout à l'heure à mon avis Ronald Scholler. C'est vrai que c'est un axe aussi de développement qu'on pourra peut-être avoir pour faire des informations un peu plus ciblées au niveau de vos territoires. Quelques chiffres pour imager aussi l'activité du Cap Emploi sur la branche maintien. Pour 2018, c'est 42 000 personnes qui ont été prises en charge par nos services sur l'ensemble du territoire national. Sur 2018, c'est 21 000 personnes qui ont pu avoir vu leur poste maintenu dans l'emploi. Sachant que l'autre moitié, bien entendu, il y a des accompagnements plus ou moins longs liés à la convalescence, etc., qui peut s'opérer. Et un indicateur d'efficience, en tout cas, de nos interventions, c'est que 91% des personnes qui sont prises en charge dans le cadre de ce maintien dans l'emploi sont maintenues sur ce poste. Sur les 9% restants, nous avons donc 70% des gens qui acceptent de continuer le suivi avec un cap emploi, dans notamment la nouvelle mission qu'on a depuis 2018 qui s'appelle la transition professionnelle. Dans le cadre de cette transition professionnelle, on aborde une vraie reconversion active pour ces personnes, et on évite justement qu'ils soient dans un espèce de no man's land sans être accompagnés par un professionnel qui les a déjà connus dans le cadre d'une démarche éventuelle de licenciement pour inaptitude. Donc, comme vous l'imaginez, notre champ d'action se situe dans le cadre d'un réseau partenarial extrêmement étayé, dû et facilité notamment par l'ancrage territorial dont nous disposons, étant donné qu'il y a un cap emploi par département. Chaque cap emploi, dans le cadre de ses missions, bénéficie d'expertise pluridisciplinaire, et peut voir son action, bien entendu, mettre en œuvre grâce au financement et à l'ensemble de la boîte à outils qu'ont développé les financeurs, notamment le FIP ou la GFIP, où par ce biais-là, nous pouvons bien entendu affiner des diagnostics, notamment d'aménagement de postes de travail, et aussi solliciter les financements de la GFIP ou du FIP, suivant ce que ce soit un employeur public ou privé, que ce soit, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un aménagement de poste, mais également dans le cadre de la reconnaissance de lourdeur de handicap, et également de mobiliser, et la ministre l'avait souligné tout à l'heure, tout un ensemble de dispositifs aussi dans le cadre des contrats d'apprentissage. Car nous savons bien aussi qu'en termes de sensibilisation, l'apprentissage est quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je n'ai pas regardé. Il vous reste 4 minutes. Bon, je vais en prendre 3 alors. Que vous dire d'autre ? Bien entendu, nous prenons en compte le projet de vie et le projet professionnel de la personne, parce que sans quoi notre intervention n'a pas lieu d'être. Et notre premier objectif également est bien entendu de faciliter l'accès au droit commun, ce qui est indispensable. Une des possibilités que nous avons également, mais là, je sors un peu du cadre du maintien dans l'emploi, mais on l'a abordé tout à l'heure, notamment par rapport aux difficultés, je crois que c'est M. Desjardins qui l'avait souligné, de prise en charge de personnes souffrant d'handicap psychique ou de troubles du spectre autistique. Il y a un dispositif qui s'appelle l'emploi accompagné,
qui est d'ailleurs financé par le FIP, l'AGFIP notamment, et qui permet justement un accompagnement extrêmement structuré. On appelle ça le job coaching ou gestionnaire de cas ou case management, sur des situations à un niveau de dépendance élevé. Alors, ça fait partie de la désinsertion professionnelle, ça fait également partie du maintien dans l'emploi, même si ce n'est pas fatalement une offre de services qui sont délivrés par les Cap Emploi, mais c'est un dispositif qui a aujourd'hui 3 ans sur le territoire. Sophie Cluzel elle l'a également évoqué tout à l'heure, et qui est aussi un des dispositifs sur lequel on peut activer quand on est dans le cadre de nos interventions. Voilà. Pour demain, c'est vrai que nous, notre positionnement, c'est bien entendu d'être très attentif aux évolutions législatives et réglementaires. Marlène Capel, avec son homonyme de Pôle emploi, on a discuté tout à l'heure sur la branche recrutement, mais nous sommes également en veille par rapport au côté maintien dans l'emploi, avec les réformes dans le cadre de la santé au travail, notamment où on souhaite c'est pas qu'on souhaite se positionner, où on se positionne depuis l'OPS depuis 2018 sur la prise en charge de l'handicap le plus complexe. C'est-à-dire qu'en effet, dans le cadre de l'aménagement des services de santé au travail, il y a des territoires qui ont développé des cellules de maintien. Et nous, on interviendra plutôt sur quand il va falloir une analyse systémique extrêmement complexe, pour lequel on est toujours, bien entendu, en duo avec les services de santé au travail, qui est un de nos premiers partenaires sur le côté maintien dans l'emploi. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons développer ensemble nos logiques de développement pour qu'on puisse réellement, parce qu'on sait que dans l'avenir, c'est uniquement la logique de réseau qui pourra nous permettre de mener à bien le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci. Merci, Monsieur Aubert. Madame Picard, vous êtes directrice de Comet France. Alors, vous allez nous passer un diaporama, mais pour les gens comme moi qui n'y connaissent vraiment pas grand-chose, c'est quoi Comet ? Peut-être commencer par ça. Encore, mais on va commencer par ça. Bonjour à tous, merci de nous avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Donc Comet France, c'est un réseau d'établissements de santé. Donc il y en a 53 aujourd'hui en France. Vous pourrez retrouver la liste sur le site internet de Comet qui vous sera donné à la fin. Et l'idée, c'est en fait d'inverser le paradigme qu'on connaît traditionnellement de la santé au travail, et non pas mettre la santé dans le travail, mais voir comment on peut mettre le travail dans la santé. Parce que c'est quand même aussi une composante qui peut être intéressante quand on parle de handicap au travail. Il y a l'emploi, il y a la personne, et puis il y a la sphère de la santé. Et à Comet, on essaye de faire travailler tout ça ensemble, parce que on sait bien, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes timings, c'est pas les mêmes attentes, avec des complexités qui sont propres à chacune de ces composantes dans le monde de la santé, avec des parcours de santé et de soins qui sont souvent complexes, qui peuvent être longs et qui sont insuffisamment intégrés aujourd'hui, de notre point de vue, aux questions d'emploi. Et puis accessoirement, au milieu de tout ça, il y a des personnes. Il y a des personnes qui ont des besoins, qui ont des envies. Peut-être que parfois le maintien dans l'emploi est possible, mais que la personne, tout simplement, n'a plus envie et souhaite se réorienter dans autre chose. Et donc ça, c'est évidemment, naturellement, des composantes qu'il faut prendre en compte. Donc on est sur des visions qui sont parfois opposées, contradictoires, et auxquelles la personne, au milieu de tout ça, et sa famille se retrouvent confrontées à tantôt on dit il faut faire ci, tantôt il faut faire ça, et puis au final, moi c'est peut-être ni de ça dont j'ai besoin, mais ce dont j'ai besoin c'est ça. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement ? Aujourd'hui, quand on parle de prévention de la désinsertion professionnelle ou de santé au travail, on emploie exclusivement, quasi exclusivement, le filtre du travail, le filtre de l'emploi, qui est un bon filtre, effectivement. On parle de maintien dans l'emploi. Mais le grand oublié quand même de ces politiques et de toutes ces stratégies qui sont déployées, c'est la notion de santé. Alors certes, il y a la notion de santé au travail qui intervient, mais qui n'est pas toujours au courant, qui intervient parfois dans l'urgence, à qui on demande de jouer les pompiers, avec des moyens qui sont déficitaires en termes de médecins de santé au travail, et ça ne va pas aller en s'arrangeant selon les dernières enquêtes qui sont suivies. Alors à Comet, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ces 3 composantes et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ces parcours de soins qui sont longs et qui sont souvent complexes, et qui sont l'occasion, pendant ce temps-là, où on dit, non, vous êtes patient, au propre comme au figuré d'ailleurs parfois, et donc pendant ce temps-là, on va vous soigner. Vous avez des questions d'emploi ? On verra ça après. À Comet, on s'est dit que c'était un petit peu dommage, parce que les gens passent parfois du temps, notamment en centre de rééducation. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une occasion de faire venir les questions du travail dans le monde de la santé ?
Donc à Comet, on a fait quoi? Eh bien, on a fédéré des établissements de santé, donc une cinquantaine à ce jour. Ce sont des établissements de santé dits des centres de rééducation. Vous en avez probablement dans vos secteurs, qui sont donc spécialisés sur l'accompagnement des pathologies, des affections de l'appareil locomoteur et du système nerveux. Alors on va détailler un petit peu toutes les suites d'AVC, de traumatisme crânien, sclérose en plaques, puisque ça a été évoqué dans les scénettes qui ont été présentées tout à l'heure, les lésions médulaires, tout ce qui est traumatologie, polytraumatologie, la lombalgie chronique, les fameuses TMS, dont on sait que c'est quand même une source relativement importante et prégnante de déficience et d'incapacité de travail. Donc on a créé Comet France il y a un peu plus de 25 ans, qui est donc une association portée classiquement, un conseil d'administration, une assemblée générale, etc., qui fédère donc ces établissements de santé à qui on a demandé de développer un concept. Le premier concept, c'est la précocité. On sait que plus longtemps on reste éloigné du travail et plus c'est compliqué d'y revenir. C'est une évidence pour tout le monde. C'est valable pour les gens qui sont au chômage sans problème de santé. C'est probablement encore plus valable pour les personnes qu'elles se surrajoutent les problèmes de santé à la problématique d'emploi. Donc on s'est dit on va agir précocement, c'est-à-dire dès que les personnes sont hospitalisées en établissement de santé, pour agir sur la rééducation, les gestes fonctionnels, rééducation cognitive, physique, mais aussi sur les aspects travail. Ça veut dire concrètement que dans la cinquantaine d'établissements adhérents au réseau, il y a des équipes spécifiquement chargés du retour à l'emploi, qui sont salariés de l'établissement de soins, implantés dans l'établissement de soins, et qui, pendant tout le processus de rééducation, vont pouvoir accompagner la personne sur ses problématiques d'emploi. Donc, ces équipes, c'est organisé autour du médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, mais on retrouve des ergonomes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des secrétaires, des assistants de service social qui vont pouvoir agir autour de la personne et avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés, au premier rang desquels, effectivement, les employeurs et les médecins de santé au travail, pour construire un projet professionnel qui soit cohérent avec l'état de santé, avec des évaluations médicales qui sont, elles aussi, pleinement conscientes des limitations et aussi, et surtout, des potentiels liés à la maladie. La démarche, elle est comment? Elle est globale. On n'est pas tous que des travailleurs, même si on parle aujourd'hui de maintien dans l'emploi. Ce matin, avant de venir, on a fermé la porte de chez nous, on a peut-être déposé nos enfants à l'école, on a dit bon, au revoir à notre mari, à notre femme, à notre conjoint, peu importe. On n'est pas que des travailleurs. Pour être bien dans son emploi, il faut avoir une situation sociale qui soit à peu près stabilisée à côté. Donc s'occuper des questions d'emploi sans s'occuper de la manière dont on va se rendre au boulot le matin, dont on va peut-être pouvoir s'occuper de ses enfants et dont on va organiser sa vie, on pense que ça a un sens limité. Donc on a déployé vraiment une approche globale. Donc on s'occupe des questions, par exemple, d'évaluation de la capacité de conduite. On s'occupe aussi du logement de manière à faire en sorte que le projet de vie soit vraiment pleinement pris en compte dans sa dimension professionnelle, dans sa dimension santé et dans sa dimension de vie, tout simplement. Parce que on ne fait pas tous que du boulot 24 heures sur 24. La troisième des choses, c'est que c'est une démarche continue. On a vu, il y a plein de dispositifs qui existent et aujourd'hui, en France, on est souvent très saucissonné. Donc, à un moment, on va être patient dans un établissement de santé, après, on va être travailleur, après, on va rentrer chez soi, on va être, etc., etc. Bon, là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit continu dans le temps avec une personne référente qui va pouvoir continuer à nous suivre au-delà de la sortie d'hospitalisation. Donc les équipes Comet ont obtenu le fait de pouvoir continuer à accompagner les patients qu'elles accompagnaient donc depuis l'hospitalisation pendant une durée d'1 an après la sortie, ce qui permet quand même de finaliser les maintiens et d'accompagner dans la durée. Alors on a un cofinancement assurance maladie puisqu'on est implanté dans les établissements de santé qui finance le dispositif à hauteur de 55% et ensuite l'AGFIP et le FIP nous accompagnent pour les 45% restants dans le financement de notre dispositif. Quelques résultats, brièvement. 10 000 personnes accompagnées chaque année. Alors tout à l'heure, on parlait des 50 000 personnes qui travaillaient pour Cap Emploi et pour Pôle Emploi, et puis des 2 000 pour Cap Emploi. Alors Comet, c'est encore plus petit. On est 350. Mais on essaye de faire tout ce qu'on peut avec ce réseau. Donc 10 000 personnes qui sont patients au moment de leur entrée dans le dispositif, qui sont accompagnées. On arrive sur différents stades d'accompagnement, mais sur les projets qui sont mis en œuvre à 80% de taux de maintien dans l'emploi, exclusivement milieu ordinaire de travail. 92% se concrétisent dans l'entreprise d'origine. 86%, on est sur des contrats de travail relativement pérennes. Et dans 51% des cas,
la concrétisation du projet d'insertion se fait dans les 6 mois après la sortie de l'hôpital, sur des pathologies que j'ai brièvement exposées tout à l'heure, mais qui sont quand même relativement lourdes et complexes en règle générale au regard des questions d'emploi. Et on assure un suivi 2 ans après, et 2 ans après, il y a quasiment 9 personnes sur 10 qui sont toujours en poste. Donc 2 ans, c'est énorme. À ma connaissance, on est les seuls sur 2 ans à faire ce suivi. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Madame Picard. J'ai au moins compris ce qui était Comet France. J'ai évolué. Docteur Philippe Cordonnier, vous êtes de la médecine du travail, vous êtes médecin du travail. Alors, quelle est la part de la médecine du travail et quelles sont peut-être les difficultés que vous avez pour la prévention de la désinsertion professionnelle? Alors, donc, le médecin du travail, c'est l'acteur principal, on va dire, de la gestion du maintien du salarié dans son poste de travail. Le médecin du travail, plus exactement le service de santé au travail maintenant, parce que donc le médecin du travail est intégré dans un service de santé au travail où on a des infirmières, des préventeurs, des assistants sociaux et naturellement tout un réseau de professionnels qui travaillent avec nous. Alors, qui dit maintien dans l'emploi, dit problématique en réalité de l'articulation entre un handicap individuel et une organisation du travail. Donc la difficulté, c'est de gérer l'articulation entre la problématique individuelle et l'éventuelle problématique collective de l'organisation du travail. Alors pour ce faire, le médecin du travail, il est conseiller de l'individu, du salarié, mais aussi conseiller de l'employeur, mais aussi des organisations syndicales qui ont leur mot à dire quand même, et du service social. Moi, j'insiste sur le fait que la gestion du maintien dans l'emploi ne dépend pas uniquement du service de santé au travail, ni d'ailleurs du réseau de professionnels de maintien dans l'emploi, mais il y a aussi le collectif de travail qui peut intervenir dans la gestion de ce maintien dans l'emploi. En particulier donc les organisations syndicales et représentants du personnel. Le médecin du travail, donc, on intervient quand il y a un problème d'articulation entre le handicap et l'organisation du travail. Généralement, c'est quand une difficulté de santé s'aggrave. Donc, on arrive quand il y a un problème d'adaptation du poste de travail avec le problème de santé. Donc on voit les gens après un arrêt de travail assez prolongé. On les voit pendant l'arrêt de travail, c'est l'idéal. Ça s'appelle une visite de pré-reprise où on essaye d'élaborer avec l'individu salarié et l'organisation du travail une nouvelle articulation entre le poste de travail et l'organisation du travail. Alors naturellement, c'est pas facile, ni pour la personne handicapée, ni pour l'employeur qui doit quand même modifier l'organisation de son poste de travail, mais aussi de l'organisation générale collective de travail. Pourtant, l'employeur, il a quand même des obligations légales de gérer dans une complète égalité tous les salariés de son entreprise. Avec complète égalité, c'est-à-dire les personnes handicapées aussi. Donc il a l'obligation maintenant, avec la notion d'aménagement raisonnable du poste de travail, de mettre en œuvre l'ensemble des possibilités qui lui sont offertes par les aides techniques de l'État, par exemple, la GFIP, Cap Emploi, par son intermédiaire. Donc l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre de manière raisonnable, c'est-à-dire sans un effort financier disproportionné, il a l'obligation de mettre en œuvre l'adaptation du poste de travail. Alors c'est là que peut intervenir par exemple une action collective ou d'un syndicat. Parce que quelquefois les employeurs ne veulent même pas solliciter ou mettre en œuvre les préconisations qui sont faites par le Cap Emploi, les SAMET, etc. Alors qu'il en a une obligation légale. Et le refus de mettre en œuvre ces obligations, ça peut être considéré par le juge, parce que ça passe au prud'homme, par une discrimination à l'handicap. Donc ça peut aller très loin.
C'est rarement le cas parce que cette obligation est très peu identifiée, même par les organisations syndicales, les représentants du personnel. Pourtant, par exemple, dans une gestion d'inaptitude au poste de travail, l'avis des représentants des salariés est demandé. Et c'est là que, pour intervenir, par exemple, un avis interrogatoire sur la mise en œuvre des aides de l'État AGFIP par l'employeur, ou pas. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la problématique du maintien dans l'emploi des salariés handicapés doit être gérée à la fois par les services de santé au travail, hein, mais aussi les organisations syndicales doivent pouvoir aider l'individu salarié à faire respecter ses droits en tant que travailleur handicapé pour le maintien de son emploi. Il faut aussi, au début de mon intervention, j'ai dit que la problématique du maintien dans l'emploi, c'était la problématique du handicap, du travailleur handicapé, mais c'est aussi un problème d'organisation du travail. Quelquefois, c'est l'organisation du travail qui est plus malade que la personne elle-même. Vous avez un propos qui fait écho aux militants syndicaux. Le malade n'est pas toujours celui qu'on croit. On demande souvent, et c'est souvent le salarié reconnu travailleur handicapé auquel on demande des efforts disproportionnés. Voilà. Et donc là aussi, il y a un soutien collectif qui existe, mais qui pourrait être optimisé par les organisations syndicales pour la mise en œuvre simplement des obligations légales que doit respecter l'employeur. Hein. Voilà. Donc le médecin du travail, c'est vrai qu'il est l'interlocuteur privilégié de tous ces intervenants et qu'il est normalement à la disposition de tous pour mettre en œuvre, pour mettre en musique ce maintien dans l'emploi. Voilà. Ce qu'il faut aussi vous identifier maintenant, c'est qu'il y a la problématique du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés bien identifiés, c'est-à-dire reconnus travailleurs handicapés, RQTH, mais se voit pointer à l'horizon avec la réforme des retraites, c'est la problématique des seniors qui existe déjà, parce que là, on en parlait à midi, 50% des bénéficiaires des Cap Emploi, ce sont des personnes de plus de 50 ans aujourd'hui. Donc avec la réforme de la retraite, le travail qui va être repoussé 65-67 ans, ça va malheureusement créer une problématique de masse du maintien dans l'emploi. Je pense que c'est une question qui doit être prise en main et auquel il faut vraiment réfléchir, parce qu'il va y avoir un vrai problème d'adaptation des organisations de travail aux seniors. Et là aussi, par exemple, c'est pas le senior n'est pas malade, c'est l'organisation du travail qui, par sa difficulté, par l'accélération de ses modes de production, l'accélération de ses modes de management, va rendre difficile une personne senior à s'adapter à ce monde professionnel. Et là aussi, naturellement, la négociation salariale, la négociation syndicale doit intervenir pour optimiser cette future articulation senior-emploi. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé. Merci beaucoup, docteur. Et donc, pour en finir, dans le monde de l'entreprise, la problématique du handicap n'est pas toujours celle qu'on croit. Et c'est souvent l'organisation du travail qui pose problème. J'ai précisément une question sur celle-là, qui est un peu paradoxale de la poser à vous-même, mais sans médecine du travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention, le suivi, le maintien, etc. Sans la médecine du travail, il y a les organisations syndicales.
le collectif de travail qui est représenté par les organisations syndicales est là justement pour optimiser l'organisation du travail, c'est-à-dire diminuer la pénibilité physique et psychologique, avec le fameux risque psychosocial dans l'entreprise, qui sont souvent pourvoyeurs justement qui sont créateurs quelquefois de difficultés de santé, voire de handicap. Il y a beaucoup de problématiques d'inaptitude qui trouvent leur genèse dans l'organisation du travail, dans les conditions de travail. Donc il est important que les organisations syndicales prennent en main ce problème pour essayer d'optimiser la situation de l'organisation du travail, des conditions de travail. Alors naturellement, avec la disparition des CHSCT, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'on est tous conscients de la chose et vous avez raison de pointer, de pointer ce point. Une question peut-être plus générale, je ne sais pas qui précisément veut bien se risquer à répondre et on ne prendra pas beaucoup de questions, pardon, parce que le temps passe très vite. C'est le problème des formations qui devraient dépasser la fin de l'arrêt maladie pour aboutir à un reclassement. Comment on peut traiter ce point-là ? Voilà, les formations, alors est-ce que c'est souhaitable ? Ou comment le gérer si la formation dépasse la fin de l'arrêt maladie ? Comment on peut s'y prendre ? Alors, c'est une question un peu paradoxale parce qu'en règle générale, et peut-être vous pourriez préciser dans le cadre de la cellule de prévention de désinsertion professionnelle, mais il y a quand même une négociation qui est faite dans ce cadre-là entre le médecin conseil, le médecin du travail, les services Cap Emploi, pour justement proposer, si dans le cadre du reclassement on est dans une mesure de compensation qui est la formation, en général c'est accepté. Sans compter les essais encadrés, sans compter toutes les batteries possibles et imaginables du droit commun qui peut y avoir dans ce cadre-là. Eh bien, merci. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre participation et de la clarté de vos propos.